Au Nigeria, les islamistes de Boko Haram ont envahi la ville de Gombe ce samedi matin et se sont retirés dans l'après-midi. Les autorités de la ville ont décrété un couvre-feu. En Centrafrique, après sa libération, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Armel Sayo, nous décrit les conditions de sa captivité. « 14 février, journée de la Saint-Valentin, de la célébration de l'amour. Au Ghana, cette journée a été rebaptisée Journée nationale du chocolat pour faire la promotion du cacao. Pour cette édition, Madame, Monsieur, bonsoir. Les islamistes de Boko Haram se sont retirés samedi en milieu de journée de Gombe, une capitale régionale du nord-est du Nigeria, qu'ils avaient investie dans la matinée et où le couvre-feu a été décrété par les autorités. Les islamistes sont arrivés en tirant à l'arme lourde et distribuaient des tracts appelant les populations à ne pas aller voter aux élections générales prévues fin mars. Ils ont progressé jusqu'au cœur de la cité sans rencontrer de résistance des forces habituellement présentes sur place. Certains résidents prévenus de leur arrivée par habitants de zones voisines avaient évacué leur maison. Aucune indication n'était cependant disponible dans l'immédiat sur d'éventuels blessés ou décès durant ces derniers événements. L'ex-chef rebelle et ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports Armel Sayo, enlevé le 25 janvier à Bangui, a été libéré cette semaine. Quelques jours après sa libération, l'or somme enfin de son mutisme pour expliquer les conditions de sa détention. Après 17 jours de captivité, le ministre centrafricain des Sports renoue avec ses activités. Armel Sayo, cet ancien chef rebelle, a recouvré la liberté, mais il garde un net souvenir de sa captivité. J'étais en dehors de la capitale, précisément à 33 km de Bangui. Et je précise que c'était contre ma volonté, mais en plein milieu de la forêt. Les débuts n'étaient pas faciles. Mais après les 2 dernières semaines où je suis resté dans ce milieu, ils ont commencé par revenir aux beaux sentiments. Mais la seule crainte, c'était ma libération. Finalement, aujourd'hui, nous avions pu obtenir gain de cause. Alors, je ne peux que remercier les efforts réalisés, fournis par les diverses entités. Pour Armel Sayo, l'enlèvement dont il a été victime ne le visait pas. Il y aurait eu erreur sur la personne. Je n'étais pas la personne visée. Le hasard a fait qu'ils sont tombés sur moi. Là, ils l'ont exprimé de vive voix. Ils l'ont dit de vive voix. La cible, c'était leurs représentants au sein du gouvernement. Faut-il le rappeler, Armel Sayo avait été enlevé dans le quartier de Galagbaja, dans le nord de Bangui, alors qu'il rentrait de l'église après la messe dominicale, quelques jours seulement après la libération de l'otage française Claudia Priest. Ces enlèvements récents, parce qu'il y en a eu beaucoup, sont pour moi des actes qui mettent en péril la sécurité à Bangui, malgré tous les efforts qui sont faits, et je trouve ces actes absolument répréhensibles. Les rumeurs sèment la panique depuis 2 semaines dans des écoles du pays. En région et à Conakry, on évoque la propagation du virus Ebola qui serait causée par les pulvérisations effectuées par la Croix-Rouge. Cette semaine, les écoles primaires des villes de Koya et Kindia notamment ont été envahies par les parents d'élèves venus retirer enfants des classes. Reportage. La Croix-Rouge de Guinée a lancé ce mercredi un appel pressant aux populations d'arrêter les violences contre les équipes impliquées dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Selon l'ONG, tout serait parti d'un incident survenu le 8 février dernier à Forêt-Caria. 2 de ses membres partis dans cette localité proche de la Sierra Leone pour une mission anti-Ebola ont été battus par des membres de la communauté. Depuis cet incident, les élèves ont déserté l'école dans plusieurs quartiers de Conakry à la suite d'une rumeur selon laquelle la Croix-Rouge y était à la recherche de malades d'Ebola. C'est incompréhensif que nous passons toute la journée, la nuit, on se bat jour et nuit pour épargner ce pays de ce maudit virus qui est Ebola. Et on fait tout pour mettre la population à l'abri. Mais malheureusement, cette population a toujours des incompréhensions face à la Croix-Rouge. Malheureusement, cette population a du mal aussi à nous comprendre. Ils s'exposent un peu à des rumeurs
Les rumeurs, les colporteurs des rumeurs, ils insultent notre intelligence. Quand tu dis à quelqu'un, d'accord, vous êtes parti vacciner dans l'école, mais d'abord, la première des choses, vérifier. Il y a une autorité à l'école, il y a l'administration et tout ça. Vérifier la source avant de répandre l'information. Des 3 pays les plus touchés, c'est en Guinée, d'où est partie l'épidémie en fin 2013, que les réactions à la lutte anti-Ebola sont les plus violentes. Une douzaine de personnes avaient été blessées lundi dernier dans des heurts avec la police, après l'interpellation d'un imam qui avait conduit des rites funéraires pour un fidèle suspecté d'être mort d'Ebola. Le 10 janvier dernier, un policier et son chauffeur ont été tués et leur corps brûlés à Dar es Salam, dans la région de Forêt-Caria, par des habitants qui les accusaient de propager le virus après le décès soudain d'un villageois auquel ils avaient donné des calmants. En septembre 2014, 8 membres d'une équipe de campagne de sensibilisation avaient été tués par des habitants qui niaient la réalité du virus et criaient à un complot des Blancs dans la localité de Womé. Le cacao est la base de l'économie du Ghana avec un commerce extérieur évalué à 2 milliards de dollars par an. Mais assez peu de cette production est consommée localement et pour promouvoir ce produit local, le Ghana a rebaptisé la Saint-Valentin en journée nationale du chocolat. Le Ghana est le 2e pays producteur de chocolat, mais la consommation locale est moins de 0,50%. Une stratégie pour augmenter donc la consommation au Ghana s'impose. Témoigner son amour en offrant du chocolat est la solution trouvée par les autorités ghanéennes en rebaptisant la fête de la Saint-Valentin. Nous pensons que la meilleure façon de prouver son amour est de donner une barre de chocolat. Nous pensons que le chocolat est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre être cher. C'est pourquoi nous avons rebaptisé la Saint-Valentin en journée nationale du chocolat. Valentine's Day and Chocolate Day, National Chocolate Day. Depuis le début de la journée nationale du chocolat, quand nous avons commencé, nous avons remarqué que les stocks du marché étaient épuisés et nous avons dû en ramener plus. C'est l'impact qu'on a eu et les gens se sont également détournés des activités plus immorales qui viennent avec la Saint-Valentin. Maintenant, tout le monde s'active autour du chocolat et des produits à base de cacao. Le concept de la journée du chocolat a bien été accueilli par les populations qui se sont mobilisées pour fêter autrement la Saint-Valentin, une initiative qui permettra au gouvernement de faire la promotion de son cacao. La tempête tropicale Shedza qui a traversé Madagascar les 16 et 17 janvier a fait 68 morts et plus de 134 000 sinistrés. Cette tempête porte à plus de 80 le nombre de victimes des 2 tempêtes tropicales qui ont frappé l'île ces 3 dernières semaines. 83 morts et plus de 180 000 sinistrés, c'est le bilan des 2 tempêtes tropicales qui ont frappé Madagascar ces 3 dernières semaines. Dans ce quartier de la capitale Antananarive, l'eau a envahi les maisons, 1500 personnes pataugent dans les eaux usées. Tous les enfants sont malades, les adultes ont des problèmes aux yeux, ils ont mal à la gorge à cause de la saleté et des microbes qui causent des maladies. Il faut faire quelque chose. On s'est plaint à la mairie de quartier, mais on n'a rien obtenu. On s'est plaint aux autorités, mais personne ne s'occupe de nous. Dépassé, le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale pour reconstruire les infrastructures et aider les sinistrés. Les besoins s'élèvent à plus de 30 millions d'euros. Tous les jours, on a les pieds dans l'eau en cuisinant. On ne peut pas faire autrement. On n'a nulle part où mettre les pieds. On a dû chercher des débris de bois pour construire une petite passerelle afin de circuler dans notre maison. On passe de l'eau à notre lit directement. On ne peut même pas se laver les pieds avant d'aller au lit. Donc notre lit est mouillé. Voilà la galère qu'on vit tous les jours. Les problèmes d'insalubrité sont récurrents à Madagascar et favorisent l'apparition d'épidémies. En novembre dernier, il y a eu 1 mort de la peste dans un bidonville voisin. Jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune aide de la part de l'État, mais seulement du Programme alimentaire mondial qui est venu ici. C'est la misère qu'on vit ici chaque année. Les inondations, les ordures. Certaines personnes ne supportent pas ça et tombent malades, puis cela a fait apparaître des maladies transmissibles comme la peste et le choléra. Presque tous les ans, la grande île est frappée par des tempêtes tropicales ou des cyclones qui font des dégâts considérables.
À Madagascar, il n'y a ni système d'évacuation des eaux, ni infrastructure anticyclonique. Dopage dans l'athlétisme, le ministre des Sports du Kenya a dénoncé le phénomène hier vendredi lors d'un séminaire à Nairobi. Il a par la même occasion prévenu que les Kenyans qui d'aventure seraient coupables de dopage avaient leur place dans la poubelle de l'histoire. Les images. La crise dans le monde du sport kényan est due à la disgrâce du marathonien Rita Jepto, vainqueur du 2 temps de Chicago et Boston. L'athlète a été prise en flagrant délit d'utilisation du médicament stimulant OEB. Hassan Wario Arero, ministre des Sports, a bien averti que les athlètes concernés par le dopage seront frappés par la loi, ce qui permettra de réparer la réputation de légendaires coureurs de fond du Kenya. Il n'y a aucune meilleure publicité pour la gloire et la grandeur du Kenya qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde d'athlétisme. Faut-il donc annuler tout cela à cause d'un appât du gain? Nous ne ferons jamais cela. En tant que pays, nous sommes très concernés par la honte que nous portent ceux qui se dopent, ceux qui trichent pour arriver sur le podium. Vous n'avez pas votre place ici. Votre place est dans la poubelle de l'histoire. By those few people who are doping, who are trying to cheat their way to the podium, you don't belong there. You belong in the dustbin of history. Ainsi parlait le ministre à Nairobi lors d'un séminaire spécial antidopage initié par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme avec l'instance dirigeante de l'athlétisme au Kenya. Plus de 35 athlètes du Kenya ont été suspendus au cours des 2 dernières années pour dopage. Je travaille ici depuis 30 ans et je ne peux pas comprendre qu'on puisse se mettre à se doper dans un pays comme le Kenya. Il y a toujours eu des athlètes. Il y aura toujours de très bons athlètes. Pourquoi faites-vous cette connerie? Parce que les gens sont avides et recherchent l'argent. L'occasion était propice pour jeter quelques pierres dans le jardin des dirigeants du sport kényan. Ces derniers ont été accusés d'inaction sur la question du dopage. Ce phénomène jette de l'opprobre sur les records et les réalisations médaillées des coureurs de ce pays. Les agents étrangers malhonnêtes, les gestionnaires ainsi que les encadreurs des coureurs accusés de corruption ont également été blâmés. Nous ne pouvons pas laisser plus longtemps ce fléau du dopage faire du tort à l'athlétisme au Kenya. Et nous ne faisons rien. Nous suspendons simplement les athlètes. Qu'en est-il des vrais responsables? Ils continuent de le faire. Il s'agit de médecins. Ils agissent avec des contrats. Il y a forcément des intérêts là-dessous. Le Kenya s'est doté d'une nouvelle agence antidopage pour réglementer le contrôle des sportifs en partenariat avec la Chine et les organismes norvégiens et l'agence mondiale antidopage. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.